Ma mère a repoussé le cadeau de ma fille, l'humiliant sur sa pauvreté. La petite tremblait. Mon fils de 15 ans s'est alors levé. Ces 4 mots, prononcés calmement, ont suffi à glacer le sang de ma mère et à la faire blêmir. Le dessin représentait 4 personnes. 4 silhouettes au crayon, une grande, une de taille adolescente, une assez petite pour être un enfant, et une debout dans l'embrasure d'une maison d'où s'échappait une fumée jaune de la cheminée. Léa avait passé 3 semaines sur ce dessin. Je le savais parce qu'elle y travaillait tous les soirs après le dîner, le cachant sous son oreiller dès qu'elle entendait mes pas dans le couloir. Elle pensait être discrète. Elle avait 6 ans. Le froissement du papier la trahissait à chaque fois. Je n'ai jamais rien dit. La silhouette dans l'embrasure de la porte était étiquetée de l'écriture soignée et délibérée de Léa, M-A-M-I-E. Elle l'avait éplée lettre par lettre, comme elle s'était exercée sur du papier brouillon jusqu'à ce que ce soit correct. Pas mamie comme un mot qu'elle connaissait déjà, mais comme un mot qu'elle apprenait. Elle avait dessiné une grand-mère qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Ce samedi matin-là, le dessin était posé sur le comptoir de la cuisine, emballé dans du papier de soie rose maintenu par trop de rubans adhésifs. Léa avait utilisé presque tout le rouleau, repassant sur les bords qu'elle avait déjà scellés, lissant chaque couche avec ses paumes. Je préparais du café quand Lucas apparut dans l'embrasure de la porte derrière moi. Il était en chaussettes et s'appuyait l'épaule contre le cadre, comme il le faisait depuis qu'il était devenu assez grand pour que le monde ne l'entoure plus comme avant. Il dit mon nom. Pas maman. La façon dont Léa le disait, une syllabe haletante qui pouvait signifier n'importe quoi, de j'ai faim à le ciel nous tombe sur la tête. Il le disait comme il disait la plupart des choses, doucement. Comme une porte poussée juste assez grande. J'ai quelque chose à te dire avant de partir. Je versai mon café. Dehors, le chien du voisin aboyait après quelque chose dans l'allée, des aboiements courts, aigus, insistants. Le genre de son qu'on apprend à ignorer quand on a vécu quelque part assez longtemps. Je lui dis de continuer. Il avait trouvé les photos un mois auparavant. Il avait aidé ma mère à vider le placard du couloir à l'étage. Elle s'était fait mal à l'épaule et ne pouvait pas atteindre l'étagère du haut, et pendant qu'il déplaçait des boîtes, l'une d'elles s'était ouverte. Une vieille boîte à chaussures. Le genre avec un couvercle qui ne tient pas tout à fait. À l'intérieur, des photographies. Pas celles encadrées, mais des photos en vrac. Celles qui ne finissent pas dans des albums. Des dizaines d'entre elles. La plupart étaient ordinaires, mais il y en avait une qui ne l'était pas. Une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans, debout devant un logement modeste sur un terrain vague. Le revêtement métallique était cabossé et taché le long du bord inférieur. Le manteau de la fille était trop petit, les poignets s'arrêtant avant ses poignets. Elle ne souriait pas. Ne fronçait pas les sourcils. Elle regardait juste l'appareil photo avec le genre d'expression calme et plate qui appartient aux enfants qui ont déjà appris qu'il ne sert à rien de jouer un rôle pour les adultes. Au dos de la photo, au crayon effacé, une adresse dans un petit village isolé dans le Massif central. Une année, 1970. Ma mère était née en 1962. Lucas me raconta cela debout dans ma cuisine un samedi matin. Et quand il eut fini, il ne dit rien d'autre. Il se contenta d'observer mon visage. Je posai ma tasse de café sur le comptoir, et pendant un instant, le seul son dans la maison fut Léa dans la salle de bain, chantant quelque chose pour elle-même, une chanson sans mélodie, inventée, le genre qu'elle inventait constamment et ne se souvenait jamais après. Le Massif central. Ma mère, qui entretenait une maison à Neuilly-sur-Seine qu'elle dépoussiérait tous les jeudis. Ma mère, qui avait un jour décrit un restaurant comme pas le genre d'endroit où j'emmènerais quelqu'un que je voudrais impressionner. Ma mère, qui avait passé 34 ans à me dire de 1000 façons, grandes et petites et chirurgicales, que je n'avais pas réussi à vivre la vie qu'elle avait imaginée pour moi. Ma mère avait grandi dans un logement modeste au revêtement cabossé. Elle avait grandi plus pauvre que je ne l'étais maintenant. Je restais debout devant le comptoir et laissais cela se réorganiser en moi. Ce n'était pas un réarrangement confortable. C'était le genre qui se produit quand on a tenu une image sous un certain angle toute sa vie, et que quelqu'un la penche légèrement, et soudain on peut voir ce qui était là depuis le début. Lucas dit, j'ai failli ne pas te le dire. Pourquoi l'as-tu fait? Il prit une pomme dans le bol sur le comptoir, la tourna dans sa main. Parce que je pensais que tu devais savoir avant que nous y allions. Pas après. Il avait 15 ans. Il avait compris en un mois ce qu'il m'avait fallu 34 ans pour commencer à soupçonner,
que la cruauté de ma mère n'était pas une question de normes. Pas une question de goût. Pas une question d'amour exprimé de travers dans un langage que j'avais simplement échoué à apprendre. C'était une question de terreur. C'était une question de femme qui avait couru très loin et très vite, et qui ne pouvait pas arrêter de courir même quand elle était immobile. Je n'ai pas annulé le dîner. J'y ai pensé. Je suis resté devant ce comptoir plus longtemps que je n'aurais dû. Assez longtemps pour que mon café tiédisse. Et je me suis dit, je pourrais appeler et dire que l'un des enfants est malade. Je pourrais nous accorder une semaine de plus. Je pourrais attendre d'avoir les bons mots. La bonne façon d'aborder le sujet. Le bon angle. Mais il n'y avait pas de bon angle. Il n'y avait que la vérité. Et la vérité était que ma mère avait un comportement pour lequel je trouvais des excuses avant même la naissance de Léa. Et Léa avait 6 ans, et Léa avait passé 3 semaines à dessiner une grand-mère qui vivait dans une maison avec de la fumée jaune sortant de la cheminée. Je montais me préparer. Léa était déjà dans le couloir quand je suis sorti, serrant le paquet de papier de soie rose contre sa poitrine à 2 bras. Elle portait ses bonnes chaussures. Celles qu'elle avait choisies elle-même au Monoprix aux blanches avec une petite boucle qu'elle pouvait maintenant faire elle-même sans demander d'aide. Elle était si fière de cette boucle. Je peux lui donner dès qu'on arrive. Après le dîner, dis-je. Laissons mamie s'installer. Le nez de Léa se plissa comme il le faisait quand elle pesait quelque chose. Mais si elle pense que c'est autre chose? Si elle pense que ce n'est pas pour elle? Lucas descendit les escaliers derrière nous. Les clés de voiture dans une main parce que j'avais commencé à le laisser conduire sur les parkings. Un petit arrangement qui le faisait se sentir capable et ne me coûtait rien. Il jeta un coup d'œil à Léa, puis à moi. Et quelque chose passa entre nous que ni l'un ni l'autre ne nomma. Elle saura que c'est pour elle, dis-je. Nous sommes allés à la voiture. Je fis marche arrière pour sortir de l'allée et tourner dans la rue. Et la ville s'ouvrit autour de nous comme elle le faisait toujours un samedi sans hâte, ordinaire, un peu grise sur les bords à cause du ciel d'octobre. Léa parla de sa semaine. Elle avait appris un nouveau mot à l'école, magnifique. Elle l'avait déjà utilisé 4 fois. Lucas ne dit rien. Il regardait les rues défiler, le coude à la fenêtre, et je le regardais dans le rétroviseur plus que je ne regardais la route. J'avais un objectif en allant à ce dîner. Ne pas me battre. Ne pas accuser. Ne pas arriver avec les photos de la boîte à chaussures étalées comme des preuves dans une affaire que je construisais depuis des années. Je voulais donner à ma mère la chance d'être ce qu'elle pouvait être. Une chance claire, honnête. Dans une pièce où ses petits-enfants étaient assis à table. Quoi qu'il arrive ensuite serait sa réponse. Je ne savais juste pas encore que Lucas avait déjà sa propre réponse prête, et qu'il la tenait depuis un mois, attendant le moment idéal pour la déposer. La maison de ma mère à Neuilly-sur-Seine n'était pas grande, mais elle fonctionnait sur le principe que la taille et la signification sont des mesures entièrement différentes. Le chemin d'accès était bordé d'une précision qui suggérait soit une main très stable, soit un type d'anxiété très spécifique. Le paillasson était neuf. Il était toujours neuf. Remplacé avant de pouvoir commencer à avoir l'air usé. Et le heurtoir en laiton avait été poli assez récemment pour que je puisse y voir une version de moi-même en tendant la main vers la sonnette. Une petite Sophie déformée, raccourcie par la courbe du laiton, debout sur un porche où elle s'était tenue des centaines de fois et sur lequel elle ne s'était jamais vraiment sentie à l'aise. Ma mère ouvrit avant que j'aie appuyé sur la sonnette une deuxième fois. Elle portait un chemisier. Je reconnus le bordeaux avec les petits boutons de nacre. Et ses cheveux étaient coiffés comme elle les coiffait pour les occasions qu'elle avait jugées importantes. Elle regarda d'abord Léa, puis Lucas, puis moi, dans cet ordre, qui n'était pas l'ordre dans lequel une personne regarderait naturellement si elle était simplement heureuse de voir sa famille. Elle ouvrit la porte plus grand. La maison sentait comme toujours. Quelque chose qui cuisait en dessous. Quelque chose de floral. L'odeur de l'effort et de la présentation superposées l'une sur l'autre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les séparer. Le salon, juste après l'entrée, avait un canapé modulable sur lequel personne ne s'asseyait jamais. Il était agencé pour suggérer l'assise plutôt que pour l'inviter. « Vous avez trouvé à vous garer » dit ma mère. « Dans la rue ?» Je dis, cette rue est devenue si encombrée le week-end. Elle se dirigea vers la cuisine et nous la suivîmes, ce qui était toujours le cas. Ma mère se déplaçait dans sa maison et la maison se réorganisait autour d'elle comme l'eau s'écarte.
Lucas, tu as encore grandi. Un peu, dit Lucas. Tu manges assez? Oui. Léa s'était dirigée vers la salle à manger, où elle put voir que la table avait été dressée avec les bons plats. Elle me regarda avec de grands yeux. Léa, qui mangeait dans des assiettes avec des personnages de dessins animés, enregistra les couverts formels, comme elle enregistrait les feux d'artifice. Le dîner était du poulet à la crème, des haricots verts aux amandes et des petits pains achetés à la boulangerie car ma mère ne faisait pas de pain. Elle avait une philosophie ferme sur ce qui valait la peine d'être fait soi-même et ce qui ne l'était pas. J'avais grandi en apprenant les catégories sans jamais en comprendre pleinement la logique. Nous nous sommes assis. Pendant les premières minutes, ce fut ordinaire. Léa décrivit sa semaine avec l'enthousiasme qu'elle mettait à tout, enchaînant le mot de vocabulaire magnifique, une histoire sur un garçon à l'école qui pouvait faire l'alphabet en rotant, et une explication détaillée de la raison pour laquelle le poisson de sa maîtresse était mort. Lucas mangea régulièrement et ne dit rien, ce qui était son comportement par défaut à la table de ma mère. Puis ma mère dit, « Lucas, as-tu encore réfléchi à l'endroit où tu voulais aller après le lycée ?» Un peu, dit-il, parce que l'université de proximité n'est plus ce qu'elle était. Vous devriez regarder les écoles supérieures. Ta mère n'est pas allée à l'université, et cela limite tes options de manière que tu ne vois pas toujours venir. Je passais les haricots verts à Léa. C'était comme ça que ça fonctionnait. Les pics arrivaient pliés dans la conversation, glissés entre des mots ordinaires, de sorte que pour y répondre, il fallait arrêter toute la phrase pour déterrer la lame, ce qui vous faisait toujours passer pour celui qui rendait les choses difficiles. J'avais passé des années à répondre à ces pics en les contournant, en changeant de sujet, en riant un peu, en offrant des informations qu'elle n'avait pas demandées pour remplir l'espace avant qu'elle ne puisse le remplir elle-même. Cette fois, je la laissai sa phrase en suspens. Elle me regarda. Je me servis le poulet. Le district scolaire a vraiment eu du mal, dit-elle, une pique différente maintenant. Les résultats au test de l'école de Léa, je les ai consultés. Je ne suis pas sûr que l'orientation artistique serve vraiment les enfants qui ont besoin d'un programme plus fondamental. Léa, qui m'observait depuis la première pique, m'observa de nouveau. Elle avait l'antenne précise d'un enfant pour la tension dans le corps de sa mère. Rien de cette conversation ne lui était destiné, mais elle recevait tout. Léa se débrouille à merveille, dis-je. Je suis sûr que oui. Je dis juste qu'il y a d'autres options. Il y a des programmes d'excellence. Elle a 6 ans. Ma mère me regarda par-dessus son verre. Oui, planifier tôt est une gentillesse, Sophie. Je l'observais. Elle n'avait aucune idée de ce que Lucas m'avait dit ce matin-là. Elle n'avait aucune idée que l'architecture soignée de l'image qu'elle avait présentée d'elle-même pendant 62 ans avait été, un mois auparavant, vue par un adolescent de 15 ans cherchant des boîtes dans un placard à l'étage. Elle était assise à sa propre table, dans sa maison avec le chemin bordé et le heurtoir poli et le canapé modulable sur lequel personne ne s'asseyait. Et elle était absolument certaine qu'elle gagnait. Léa repoussa sa chaise et disparut dans l'entrée sans demander, ce qu'elle faisait parfois quand elle avait besoin d'un instant, ou quand elle ne pouvait plus attendre. Je savais où elle allait. Je regardais l'embrasure de la cuisine. Lucas posa sa fourchette sans faire de bruit. Ses mains s'aplatirent de chaque côté de son assiette. Quoi qu'il allait se passer, je n'allais pas le minimiser. Pour la première fois en 34 ans, j'allais laisser ma mère répondre d'elle-même. Léa revint tenant le paquet de papier de soie rose à 2 bras, le ruban adhésif captant la lumière par endroits irréguliers. Elle avait refait un coin en entrant, je pouvais voir le chevauchement frais, légèrement de travers parce que c'était le genre d'enfant qui remarquait les choses qui se défaisaient et essayait de les réparer. Elle marcha vers le bout de la table de ma mère. Le visage de ma mère prit l'expression qu'elle utilisait pour les gestes des enfants, accommodante, patiente, un peu distante, la façon dont on regarde quelque chose pour lequel on n'a pas de cadre pour lui attribuer une valeur. Léa posa le paquet devant elle et fit un pas en arrière, ses mains se joignant à sa taille comme elle le faisait quand elle était la plus appliquée. « Je l'ai fait pour toi, » dit Léa. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ma mère regarda le papier de soie. Puis elle tira délicatement le ruban adhésif, comme elle faisait tout délicatement, et le replia. Le dessin, 4 silhouettes au crayon sur un morceau de papier cartonné blanc. La maison derrière elles avaient de la fumée jaune sortant de la cheminée et 2 fenêtres avec de petits rideaux. Les figures plus grandes se tenaient de chaque côté des plus petites. Et dans l'embrasure de la porte, séparés du groupe, les accueillants,
se trouvait la silhouette sur laquelle Léa avait passé le plus de temps. Je pouvais le dire par les détails supplémentaires, les tentatives d'ombrage sur les vêtements de la silhouette. Les cheveux dessinés par des traits individuels. En dessous, en grandes lettres soignées, MAMIE. Ma mère le regarda. 3 secondes. 4. Le genre de silence qui ne ressemble pas à une réflexion. Puis elle le prit et le plaça sur le côté de son assiette. Pas pour mieux le regarder. Pas pour le ranger en sécurité. Elle le mit de côté comme on met de côté un courrier qu'on n'a pas besoin d'ouvrir. Les enfants issus de la pauvreté ne m'appellent pas mamie. Elle le dit de sa voix de dîner, celle qu'elle utilisait pour discuter des districts scolaires et des valeurs immobilières et d'autres sujets nécessitant de la clarté. Pas surchauffée. Pas même mesquine. Juste énoncé. Comme on énonce un fait sur la météo. Les mains de Léa se déplièrent à sa taille. Sa lèvre inférieure, juste la lèvre inférieure, trembla. Pas une performance. Un corps agissant avant que l'esprit ne puisse lui demander de ne pas le faire. Elle me regarda comme elle me regardait quand quelque chose la blessait et qu'elle n'avait pas encore les mots pour le dire. J'étais déjà à moitié sorti de ma chaise avant d'en prendre conscience. Les mains de Lucas étaient toujours à plat sur la table. Il n'avait pas bougé. Ses yeux étaient sur ma mère. Et il y avait quelque chose sur son visage que je n'y avais jamais vu auparavant. Pas de la colère. Pas de choc. Mais une sorte de clarté absolue. L'expression de quelqu'un qui savait déjà que cela allait arriver. Sans drame. Sans annonce. Il était plus grand que je ne m'en souvenais parfois. Il regarda ma mère de l'autre côté de la table. Et il ne regarda pas le dessin. Et il ne regarda pas la lèvre de Léa. Et il ne me regarda pas. J'ai vu les photos. 4 mots. Il les dit doucement. Comme il disait tout. Comme il m'avait parlé de la boîte à chaussures ce matin-là. Debout dans notre cuisine, en chaussettes. Comme s'il rapportait simplement quelque chose qui était déjà vrai. Qu'il était depuis longtemps. Et qu'il ne faisait que se décider à le dire à voix haute. La pièce avait une qualité particulière. La sauce à la crème refroidissait dans le plat. Les haricots verts. Les petits pains de la boulangerie. Tout arrangé avec précision. Comme ma mère arrangeait tout. Et au milieu de tout cela. 4 mots d'un adolescent de 15 ans. Qui ne pouvaient pas être défaits. Et auxquels on ne pouvait pas répondre. Le visage de ma mère devint de la couleur du mur derrière elle. Pas comme les gens pâlissent lentement, cinématiquement, avec un avertissement dans les films. Ce fut immédiat. C'était un corps qui réagissait à quelque chose que l'esprit n'avait pas encore rattrapé. 62 ans de distance soigneusement gérée entre la femme qu'elle était maintenant et la petite fille sur la photographie. Et Lucas l'avait simplement comblée en une phrase. Elle n'avait pas de mots. Pour ce qui était probablement la première fois de sa vie d'adulte, ma mère n'avait pas de mots. Je me levai de ma chaise. Je marchai vers le côté de la table où le dessin de Léa était posé à côté de l'assiette de ma mère. Je le pris à 2 mains. Comme Léa l'avait apporté. Avec soin. Comme on tient quelque chose qui compte. Je me tournai vers ma mère. Et pour la première fois en 34 ans, je ne calculais pas quoi dire. Le calcul était terminé. Il n'y avait plus que la vérité. Tu as passé toute ta vie à avoir honte d'où tu venais, dis-je. Et maintenant tu apprends à ma fille à avoir honte d'où elle est. Je soutins son regard. Ça s'arrête ce soir. Puis je regardai Lucas. Il ramassait déjà sa veste sur le dossier de la chaise. La main de Léa trouva la mienne sans que je l'attende. Ses petits doigts se refermèrent sur 2 des miens. Sûrs et serrés. La poigne d'un enfant qui fait confiance. Nous marchâmes vers la porte d'entrée. Je ne la claquai pas. Il n'y avait aucune satisfaction à trouver dans une porte claquée. Et je ne cherchais pas de satisfaction. Je sortais d'une maison où j'étais entré des centaines de fois. Portant un dessin de 4 personnes devant une maison d'où s'échappait de la fumée jaune de la cheminée. Et derrière moi, la porte se referma avec rien de plus que le doux et dernier son d'un loquet qui s'enclenchait. Ma mère était toujours assise à sa table. Les petits pains étaient encore chauds. Son reflet était dans la fenêtre sombre d'en face. Et je ne le vis pas. Parce que j'étais déjà parti.
Léa dormait avant que nous n'atteignions le bout de la rue de ma mère. C'était ça avec Léa à 6 ans, quand le monde devenait trop pour elle, elle le quittait simplement. Sa tête penchée sur le côté contre le siège auto. Sa bouche légèrement ouverte. Le papier de soie rose toujours sur ses genoux, là où elle l'avait gardé en montant, comme quelque chose dont elle n'avait pas encore décidé quoi faire. Une de ses bonnes chaussures s'était à moitié détachée de son pied sans qu'elle le remarque. La boucle qu'elle avait appris à faire elle-même était toujours attachée. Je conduisais. Lucas était assis sur le siège passager, sa fenêtre entr'ouverte de 2 centimètres. Il le faisait depuis l'été, ouvrant la fenêtre quelle que soit la température. Quelque chose à propos du son de l'air qui passe. J'avais arrêté de lui poser la question. Certaines choses concernant un adolescent de 15 ans ne sont pas faites pour être comprises, elles sont seulement faites pour être remarquées. Nous étions à 6 pâtés de maison avant qu'il ne parle. C'était bien, dit-il. Je gardais mes mains à 10h et 2h. Dehors, les rues d'Octobre défilaient, un pressing avec ses lumières encore allumées. Une femme promenant un grand chien. Une station-service avec une pompe allumée et 3 éteintes. Ce que tu as fait, dis-je. Oui. Ça l'était. Il retourna le paquet de papier de soie dans ses mains. Il l'avait ramassé sur la table en sortant, sans que je le remarque. Le dessin était à l'intérieur, toujours intact. Il avait pensé à la porter. J'ai failli te dire de ne pas y aller, dit-il. Hier soir. J'ai failli frapper à ta porte. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il resta silencieux un instant, regardant la rue. Parce que je pense que tu devais le voir par toi-même. Pas seulement le savoir. Le voir. Le feu de l'intersection devant nous passa au jaune. Je freinai tôt, comme toujours. Et nous restâmes au feu rouge en silence tandis qu'un bus de ville gémissait en traversant la rue perpendiculaire, ses fenêtres allumées et presque vides. Je réfléchis à ce qu'il venait de dire. Il avait raison, et ce qui me troublait, c'était à quel point il avait raison, car ce genre de précision sur une autre personne, la capacité de savoir non seulement ce dont elle a besoin, mais aussi quand elle doit y arriver elle-même, n'était pas quelque chose que je lui avais appris. C'était quelque chose qu'il avait développé de la manière particulière dont les enfants développent les choses quand ils ont passé des années dans une maison où les adultes ne géraient pas toujours bien, et où quelqu'un devait prêter une attention particulière. J'y réfléchis pendant 1 kilomètre ou 2 jusqu'à ce que cela devienne quelque chose que je devrais ranger ailleurs et y penser plus tard, quand je serai seul. Je retourne là-bas ce soir, dis-je. Pas une question. Pas une proposition. Je le dis de la manière dont on dit des choses que l'on a déjà décidées, avant d'être consciente de prendre la décision. Lucas ne tourna pas la tête. Je sais. Tu sais. Tu n'es pas le genre de personne qui laisse les choses inachevées. Léa fit un petit bruit sur la banquette arrière à un murmure, une syllabe qui ne signifiait rien, le genre de son que les enfants font quand ils rêvent de quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Sa chaussure avait glissé complètement maintenant, et gisait sur le côté sur le tapis de sol, la boucle toujours attachée à rien. Je la regardais dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose dans ma poitrine qui n'avait pas de nom clair. Ce n'était pas de la colère s'était tue quand nous étions sortis, s'était consumée dans ces 2 phrases que j'avais dites à ma mère, et avait laissé quelque chose de plus frais et de plus stable derrière elle. Ce n'était pas du chagrin, exactement, bien qu'il y ait quelque chose en cela qui pleurait. C'était le plus proche du sentiment que l'on éprouve quand on a porté quelque chose de lourd pendant très longtemps, et qu'on le pose. Et pendant un instant, nos bras ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Et le soulagement et l'étrangeté du soulagement sont presque de la même taille. Nous avons tourné dans notre rue. La maison était au 3e lot du coin aux petites, louée, la lumière du porche avant allumée, car j'avais commencé à la laisser allumer en octobre quand les soirées arrivaient tôt. L'érable devant était devenu complètement orange la semaine précédente, et maintenant il était à moitié tombé, les feuilles s'accumulant contre le perron d'une manière que j'avais l'intention de racler et que je n'avais pas fait. Lucas l'avait proposé 2 fois. Je lui avais dit 2 fois que je m'en occuperais. Je me garai dans l'allée et restai un instant, le moteur coupé. Le quartier s'installa autour de nous. Quelqu'un 2 maisons plus loin cuisinait, une légère suggestion d'ail et d'huile parvint par la fenêtre entr'ouverte de Lucas. De l'intérieur de notre maison, par la fenêtre avant, la lampe du couloir était visible, celle que Léa me demandait toujours de laisser allumer. Je vais la prendre, dit Lucas. Il contourna la porte de Léa et l'ouvrit avec précaution,
et la ramassa comme il la ramassait depuis qu'elle était bébé, et qu'il avait 9 ans, et m'avait demandé environ 40 fois les 2 premières semaines s'il pouvait la tenir. Elle se leva sans se réveiller, sa tête contre son épaule, son pied en chaussette pendant. Il la porta vers la porte d'entrée. Je l'ai regardée. Il y a des choses que l'on voit en tant que parent que l'on ne peut pas mettre en mots sans les déformer. Des moments qui existent en 3 dimensions, que le langage ne peut rendre qu'en 2. Mon fils, portant ma fille vers l'embrasure éclairée d'une maison qui n'était pas grande et n'était pas la nôtre et qui était entièrement notre foyer, le dessin glissé sous son bras libre. Je restai dans l'allée jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur. Puis je vérifiai l'heure sur le tableau de bord. 19h43. Ma mère serait encore éveillée. Elle se couchait tard. Toujours. Quelque chose à voir avec une habitude des années où elle travaillait le soir qui ne s'était jamais complètement défaite. Elle serait dans sa maison avec le canapé modulable sur lequel personne ne s'asseyait, et les petits pains encore dans le panier à pain et la table de la salle à manger dressée pour un dîner qui avait fini tôt. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire dans cette salle à manger. Mais je l'avais dit en sortant, la porte derrière moi, mes enfants à mes côtés. Je l'avais dit avec le volume de quelqu'un qui partait. Ce que j'avais besoin de dire ensuite nécessitait un autre type de pièce. Une où ni l'un ni l'autre n'avait d'autre endroit où être. J'envoyai un SMS à Lucas. De retour dans 1 heure. Verrouille. 3 points apparurent immédiatement. Puis, je reculai. Hors de l'allée. La ville était plus calme à 20h un samedi au pas vide. Mais plus basse. Comme une pièce après une fête, la qualité particulière de l'air qui suit quand le bruit tombe et ce qui reste est plus honnête. Je retournai vers Neuilly-sur-Seine, la radio éteinte, les fenêtres levées, et tout ce qui était dans ma poitrine se transforma en quelque chose avec quoi je pouvais travailler. Je ne revenais pas pour m'excuser. Je ne revenais pas pour m'expliquer, ni adoucir ce que j'avais dit, ni offrir à ma mère une sortie élégante du coin dans lequel elle s'était mise. Je revenais parce que j'avais passé 34 ans à avoir des conversations avec ma mère qui se terminaient avant d'être achevées. Et j'étais fatigué vraiment, épuisé jusqu'à l'os de ramener les parties inachevées chez moi après. Ce soir, pour une fois, nous allions finir. Quoi que cela puisse être. La lumière du porche de ma mère était allumée. Elle était toujours allumée après la tombée de la nuit ou une habitude, ou un principe, quelque chose qu'elle avait décidé concernant l'apparence d'une maison la nuit. Je restai assise dans la voiture au bord du trottoir un instant et la regardai. Le heurtoir en laiton. Le chemin d'accès bordé. Le paillasson. Assez neuf pour avoir encore la forme avec laquelle il était venu. Je sortis de la voiture. La nuit était froide de la manière spécifique de l'automne en Normandie, pas encore amère, mais avec une clarté, l'air assez vif pour que l'on sente l'intérieur de son nez. Mes pas sur le chemin d'accès étaient le seul son du quartier. J'atteignis la porte et frappai. 7 secondes. 8. Puis, la lumière de la fenêtre latérale bougea, et la porte s'ouvrit. Ma mère était toujours habillée. Elle n'avait pas changé de chemisier bordeaux. Ses cheveux étaient les mêmes. Mais quelque chose sur son visage s'était défait dans les heures qui s'étaient écoulées depuis notre départ, pas de manière dramatique, pas visiblement, peut-être même pas pour quelqu'un qui n'avait pas passé une vie entière à apprendre son visage. Mais moi, oui. La chose qui était habituellement précisément en place derrière ses yeux n'était pas précisément en place. Elle me regarda debout sur son paillasson, et elle n'eut pas l'air surprise. Cela me dit quelque chose. Elle recula de la porte. Pas une invitation, exactement. Plutôt une reconnaissance. J'entrai. Nous restâmes dans l'entrée, pas dans le salon avec le canapé modulable, pas dans la cuisine où le dîner avait eu lieu. L'entrée, qui n'était ni dedans ni dehors, ce qui semblait approprié. Le placard à manteau d'un côté. La console avec la lampe en céramique. Un miroir au-dessus de la console qui avait toujours fait paraître ce couloir plus long qu'il ne l'était. « Tu n'avais pas à revenir, dit-elle. »« Je sais. » Elle plia ses mains devant elle. C'était un geste que je reconnaissais, celui qu'elle utilisait dans les situations où elle décidait quoi faire d'elle-même. « Ce que tu as dit, Sophie ? » Je le pensais. Elle s'arrêta. Je la regardais chercher la version d'elle-même qu'elle utilisait depuis 62 ans. La version posée. Celle qui trouvait le bon registre pour chaque situation.
La voix qui pouvait faire passer le dessin fait main d'une enfant de 6 ans pour un inconvénient sans même élever le ton pour le faire. Je la regardais chercher cela. Et je la regardais ne pas le trouver. Tu ne sais pas ce qu'a été ma vie, dit-elle. Les mots atterrirent avec moins de certitude qu'elle ne le voulait. Je pouvais l'entendre le léger déplacement, comme une note jouée sur un piano désaccordé. Non, dis-je. Je ne sais pas. Tu ne m'as jamais raconté. Elle regarda le miroir du couloir. Pas elle-même. Juste au-delà d'elle-même. Comme on regarde quelque chose derrière la vitre plutôt que la vitre elle-même. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi, dit-elle. Des choses qu'on ne fait pas avancer. Ce n'est pas se cacher. Ça s'appelle construire quelque chose. Je ne suis pas là pour discuter de ce que tu as construit. Alors, pourquoi es-tu là? J'y avais pensé pendant le trajet. Pas les mots spécifiques, ceux-là sont venus quand ils sont venus, mais la forme de cela. Ce que je me devais à moi-même dans cette pièce. Ce que je devais à mes enfants. Ce que, le cas échéant, je lui devais. Léa a dessiné cette image parce qu'elle voulait une grand-mère, dis-je. Pas une parfaite. Pas une avec une adresse particulière ou un niveau de vie particulier. Elle voulait juste quelqu'un qui la mette sur son réfrigérateur. C'est toute la demande. Elle a 6 ans. C'est tout ce qu'elle voulait de toi. Les mains de ma mère se serrèrent l'une contre l'autre. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Sa voix était prudente maintenant. Chaque mot placé délibérément. J'ai construit quelque chose à partir de rien. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à avoir des exigences. Vouloir mieux n'est pas la même chose que de dire à une enfant de 6 ans qu'elle n'est pas assez bien pour prononcer ton nom. Silence. Le genre qui a du poids et occupe de l'espace et ne peut être comblé par aucune des parties parce que la chose qui le comblerait a un contre-argument, une justification, une reformulation n'était pas disponible. Ma mère avait passé toute sa vie à faire des contre-arguments. Elle n'en avait pas pour cela. Ses épaules bougèrent légèrement. Pas une concession où elle n'était pas faite pour les concessions. Pas encore. Peut-être jamais dans le sens habituel du mot. Mais quelque chose dans l'architecture de sa posture avait changé d'une manière qui aurait été invisible pour quiconque ne le cherchait pas. Tu ne sais pas ce que cela a coûté, dit-elle. Très doucement. Non. Je ne sais pas. Je gardais ma voix égale. Et j'aurais écouté, si tu me l'avais jamais dit. Je te le dis tout de suite. J'aurais écouté. Elle ne dit rien. Mais je ne suis pas ici pour te demander de t'expliquer ce soir. Je sais que tu ne sais pas encore comment faire cela. Peut-être que tu ne le sauras jamais. Je fis une pause. Je suis ici pour te dire à quoi ressemble la porte. Parce qu'il y a une porte. Tu peux considérer cette soirée comme moi la fermant, mais ce n'est pas ce que je fais. Je te dis où elle est, et je te dis qu'elle ne restera pas ouverte d'elle-même. Tu devras la franchir toi-même. Et pas vers moi, vers eux. Vers Lucas, qui sait maintenant et saura toujours. Et vers Léa, qui t'a dessiné dans son tableau avant que tu ne fasses quoi que ce soit pour le mériter. Ma mère me regarda, pas à travers moi, pas au-delà de moi. Elle me regarda, de cette manière directe qui m'avait toujours donné envie de regarder ailleurs. Je ne regardais pas ailleurs. C'est ce que je suis venu dire, dis-je. Je me tournai et ouvris la porte. L'air d'octobre entra, froid et clair, et je sortis sur le porche et refermai la porte derrière moi. Le loquet s'enclencha avec le même son particulier. Chaque fois que j'avais quitté cette maison depuis mes 17 ans, je descendais les marches du porche et longeais le chemin bordé pour monter dans ma voiture. Je ne démarrai pas le moteur tout de suite. Je restais assise, les mains sur mes genoux et les yeux sur le pare-brise, et je respirais une respiration. 2. Le genre de respiration délibérée qui ne vise pas à se calmer, mais à vérifier si ce que l'on pensait qu'il se passerait une fois terminé est réellement ce qui se passe. C'était le cas. Il n'y avait aucun triomphe là-dedans. Aucune ruée de justification. Ce qu'il y avait était plus simple et plus étrange. Une sensation d'être exactement à la bonne taille. Ni trop grande. Ni trop petite. Ne jouant rien dans aucune direction. Juste présente, achevée et intacte. Le quartier était calme autour de la voiture. À l'intérieur de la maison derrière moi,
la lumière de la fenêtre latérale bougea une fois puis resta immobile. Je démarrai le moteur. Sur le chemin du retour, je passai devant un Monoprix avec son enseigne rouge toujours allumée. Un groupe de jeunes d'âge universitaire traversant la rue malgré le feu. Une cabine téléphonique qui existait encore d'une manière ou d'une autre dans cette partie de la ville. Son verre fêlé sur un panneau. Des choses ordinaires. La ville continuait, entièrement indifférente à la chose particulière qui venait de se passer sur un porche, dans un quartier. Au moment où je tournais dans notre rue, l'érable devant n'était plus qu'une forme sombre contre le ciel. La lampe du couloir était visible par la fenêtre avant. Lucas l'avait laissée allumée. J'entrai. La maison sentait le savon à vaisselle. Et la légère douceur de la pomme que Lucas avait mangée dans la voiture. Sa veste était sur le dossier d'une chaise de cuisine. Les bonnes chaussures de Léa étaient côte à côte au bas de l'escalier. Boucles toujours attachées. Je débouclai chaque boucle et posai les chaussures sur le paillasson près de la porte de manière ordinaire. La façon dont elle vivait quand elle n'était pas de bonnes chaussures. Et je pensais, c'est ça, la maison. C'est ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est suffisant. Le dessin était sur le comptoir où Lucas l'avait laissé, toujours dans son papier de soie rose. Je trouvai un espace sur le réfrigérateur entre l'emploi du temps scolaire de Léa et une photo de l'été dernier. Et je le pressai à plat contre la porte et reculai pour le regarder. 4 silhouettes devant une maison d'où s'échappait de la fumée jaune de la cheminée. Et le mot MAMIE. Imprimé sous la figure dans l'embrasure de la porte. Léa avait dessiné quelque chose qu'elle voulait voir exister. Il semblait juste de lui donner une place sur le réfrigérateur pendant qu'elle attendait de savoir si ce serait le cas. 3 semaines passèrent. Elles passèrent comme les semaines passent quand personne ne les force à signifier quoi que ce soit, le déjeuner est préparé, les devoirs vérifiés et l'érable devant perdant ses dernières feuilles jusqu'à ce que les branches ne soient plus que des lignes nues contre le ciel de novembre. Je les ratelai un dimanche pendant que Léa était assise sur les marches du porche, enveloppée dans une couverture, offrant des commentaires sur ma technique. Lucas sortit à un moment donné et prit le relais sans qu'on le lui demande, comme il faisait parfois les choses, comme s'il avait attendu au bord de la tâche le bon moment pour intervenir. Nous travaillâmes dans le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Quand nous eûmes fini, le jardin ressemblait de nouveau à un jardin. Et Léa dit que c'était le meilleur ratelage qu'elle ait jamais vu, ce qui était un grand éloge de la part de quelqu'un qui n'avait jamais tenu de râteau. Je donnais mes cours. Nous faisions une unité sur la texture, ce que les choses ressentent sous les mains, comment on traduit cela sur le papier. Des enfants de 8 ans pressant des feuilles dans de l'argile, passant leurs doigts sur du papier de verre, plongeant leurs paumes dans de la gouache couleur rouille et hors de moisson. Je m'assis sur le bord de mon bureau et les observai et sentis, non pas pour la première fois, que c'était la partie du travail dont personne ne vous prévenait, à quel point on pouvait l'aimer. Pas le plan de cours. Les visages des enfants, quand quelque chose que leurs mains avaient fait les surprenait. La façon dont un enfant qui était sûr de ne pas savoir dessiner brandissait une empreinte de feuille et restait silencieux exactement comme les gens restent silencieux quand quelque chose se révèle meilleur que prévu. Je restai tard 2 mardis de suite, à préparer le matériel. Personne ne me l'a demandé. Je ne voulais juste pas rentrer à la maison pendant les heures entre le dîner et le sommeil, qui avait une texture particulière pendant ces 3 semaines pas tristes exactement, mais présente. Attendant sans savoir qu'elle attendait. Ma mère n'appela pas. Je n'appelais pas ma mère. Le 8e jour, elle appela Martine. Je le sais parce que Martine m'appela la semaine suivante. Pas pour rapporter, pas pour prendre parti, Martine connaissait ma mère depuis 30 ans, et n'avait jamais, de tout ce temps, pris parti dans quelque chose de plus important que l'endroit où déjeuner. Elle appela parce qu'elle était le genre de personne qui ne pouvait pas garder quelque chose qui semblait important très longtemps sans que cela ne sorte d'elle. Elle avait une capacité d'inquiétude qui l'emportait parfois sur son bon jugement, et elle appelait maintenant de cet endroit. Elle me raconta ce que ma mère avait dit. Elle me raconta comment ma mère l'avait formulé au dîner, la situation, les petits-enfants qui avaient été, selon le récit de ma mère, difficiles à gérer. Martine avait écouté. C'était une bonne auditrice. Elle avait le genre de silence qui donne aux gens l'impression d'être suffisamment écoutés pour continuer, ce que ma mère avait fait, jusqu'au bout, moment auquel Martine avait dit la seule chose qu'elle pouvait penser dire qui était vraie, « Geneviève, tu as dit ça à une enfant de 6 ans. » Une phrase. Elle ne l'avait pas voulu comme un verdict ou elle me le dit spécifiquement, comme si elle craignait que je pense qu'elle jouait un rôle.
Elle l'avait seulement voulu comme un fait qui semblait suffisamment important pour être nommé. Ma mère l'avait remercié d'avoir écouté et avait mis fin à l'appel. Martine dit, au téléphone avec moi, qu'elle était désolée si elle avait outrepassé ses droits. Elle le dit 2 fois. Je lui dis que non. Les 2 fois. Après avoir raccroché, je restais un instant dans la cuisine, pensant au courage particulier qu'il faut pour dire une phrase vraie à une personne qui a passé toute sa vie à s'assurer que son entourage disait des choses agréables. Martine ne l'avait pas fait par bravoure. Elle l'avait fait parce que la phrase était là, et elle ne savait pas quoi faire d'autre avec elle. Parfois, c'était comme ça que la vérité était dite pas héroïquement. Ce que ma mère fit après cet appel, je ne pouvais pas le savoir directement, mais je connais certains types de pièces. Je sais ce que cela sonne quand l'architecture d'une maison construite autour de l'ordre et de la correction perd la personne qui l'a entretenue, même brièvement, même juste pour une soirée. Je sais qu'il y a une qualité de silence qui appartient à ce genre d'espace, quand quelqu'un s'y assoit sans son armure. Et je sais qu'il y a une boîte à chaussures dans le placard du couloir à l'étage de ma mère. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais remué, dans les semaines depuis ce samedi, quelque chose que Lucas avait dit dans la voiture en rentrant, la manière spécifique dont il avait décrit la découverte des photos. Il n'avait pas dit qu'il avait été choqué, n'avait pas dit qu'il avait été confus. Il avait dit qu'il avait regardé la petite fille sur la photographie pendant longtemps, puis qu'il avait remis le couvercle sur la boîte et l'avait remonté sur l'étagère où il l'avait trouvée. Et il n'avait rien dit à personne pendant un mois, parce qu'il essayait de comprendre quoi faire de ce savoir. Un adolescent de 15 ans, essayant de comprendre quoi faire de ce savoir. Je pensais à ma mère faisant la même chose, seule dans sa maison par une nuit de novembre. Ouvrant la boîte sans aucune raison qu'elle aurait pu expliquer. Juste parce qu'elle était là, et que la maison était calme, et que quelque chose avait suffisamment changé pour que les raisons ordinaires de la garder fermée ne semblent plus ordinaires. Sortant la photographie. Regardant la petite fille. J'espérais qu'elle voyait ce que Lucas avait vu. Une enfant faisant ce qui était à sa portée. Survivant autant qui lui était donné. Je ne pouvais pas savoir si elle le faisait. 3 semaines, et je ne pouvais pas savoir. Ce que j'avais, c'était ma maison, et mes enfants dedans. Et la vie particulière et continue de ces 3 semaines qui ne demandaient rien de ma mère et exigeaient tout de moi, de manière ordinaire. Le dessin resta sur le réfrigérateur. Léa le vérifiait comme elle vérifiait son plan de haricots, qui avait eu sa 3e feuille et avait été déplacé sur le rebord de fenêtre le plus ensoleillé. Un soir, je descendis et la trouvai debout devant le réfrigérateur avec un crayon. Sa langue pressée contre le coin de sa bouche. Dans l'expression d'effort concentré qu'elle portait, quand elle faisait quelque chose qu'elle avait décidé être important. Quand elle m'entendit, elle se retourna, pas tout à fait coupable, pas tout à fait effrontée, quelque part entre les deux. L'expression d'une personne qui avait bien réfléchi et décidé que la conclusion justifiait l'action. Je le rends plus juste, dit-elle. Je regardais le dessin. Elle avait ajouté une silhouette dans le coin inférieur droit, près du bord du papier, petite, plus petite que les 4 autres positionnées comme si elle approchait de l'extérieur du cadre. Venant de quelque part hors de la page, se dirigeant vers la maison avec la fumée jaune. Elle n'avait pas étiqueté celle-ci. Pas de lettres soignées, pas d'entraînement à l'orthographe. La silhouette se tenait juste là en marge, indécise quant à la direction. Un pas du bord du papier et un pas de la maison. Qui est-ce ? Demandai-je. Léa remit le capuchon du crayon. Elle réfléchit à la question comme elle réfléchissait aux questions qui n'avaient pas de réponse facile, c'est-à-dire avec tout son visage. Je ne sais pas encore, dit-elle. Peut-être. Elle remit le crayon dans la boîte et examina le dessin une dernière fois, puis retourna sur le canapé. Je restai dans la cuisine à le regarder, la silhouette non étiquetée au bord. Un mot en dessous, pas un nom ou une possibilité. Léa avait regardé ce coin vide du papier et avait décidé de ne pas le laisser vide, et aussi de ne pas décider comment appeler ce qu'elle y avait mis. Elle avait 6 ans. Elle était déjà meilleure que moi à 34 ans. Le mardi matin suivant, je descendis et trouvai Lucas devant la cuisinière. Il préparait des œufs assez pour 3, la poêle faisant le son particulier du beurre juste après l'écumage. Pas d'occasion, pas d'annonce. Il s'était juste levé et avait décidé. Il posa les assiettes sur la table sans commentaire, et nous mangeâmes. Léa utilisa le mot lumineux dans 3 phrases sur les œufs, et une phrase sur la lumière du matin sur la fenêtre,
ce que Lucas dit être en fait une meilleure utilisation. Ils débattirent de cela avec le sérieux des gens pour qui les mots valaient la peine d'être bien choisis. Je buvais mon café et les regardais, et j'eus le sentiment non pas pour la première fois, mais avec une clarté que je n'avais pas toujours eue ou que quoi que ce soit, être assis à table avec ces deux personnes particulières un mardi matin ordinaire, n'était pas un prix de consolation. N'était pas la vie plus petite au lieu de la plus grande, c'était la chose elle-même. La substance réelle d'une journée, qui n'était ni drame ni résolution ni justification, mais des œufs, et un bon mot, et la manche de quelqu'un relevée là où le beurre avait éclaboussé. Ce qui s'était passé avec ma mère n'avait aucune incidence sur cette table. La table était réelle quoi qu'il arrive. Ce samedi-là, Léa était sur le canapé, regardant quelque chose avec des pingouins animés, quand elle le mit en sourdine en plein épisode et se tourna pour me regarder de l'autre côté de la pièce. « Mamie va appeler ?» Elle posa la question comme elle posait la plupart des questions directes simplement, sans adoucissement, comme si elle l'avait ruminée assez longtemps pour qu'elle devienne trop lourde à porter, et qu'elle avait besoin de la déposer quelque part. Je traversai la pièce et m'assis sur la chaise en face d'elle. « Je ne sais pas, ma puce. » Elle regarda ses mains sur ses genoux un instant. « Parce qu'elle a été méchante avec moi. » « Oui. » « Elle sait qu'elle a été méchante ?» Je pensais à une femme dans une entrée, cherchant quelque chose qui n'était plus là. Je pensais à un appel téléphonique qui s'était terminé par une seule phrase. Je pensais à une boîte à chaussures qui était restée sur une étagère pendant 50 ans, et à ce que cela pourrait être de l'ouvrir enfin sans savoir ce que l'on cherchait. Je pense qu'elle commence à comprendre, dis-je. Léa hocha la tête, pas le hochement rapide d'une enfant qui a obtenu la réponse qu'elle voulait, mais le hochement plus lent d'une enfant qui traite quelque chose qui ne rentre pas dans un simple contenant. Elle regarda de nouveau la télévision, les pingouins en pause, l'image figée de l'aventure dans laquelle ils étaient en plein milieu. « D'accord, dit-elle. » Elle rétablit le son. Pas le pardon où elle n'avait pas encore tout l'équipement pour cela, et je n'allais pas faire semblant qu'elle l'avait, mais quelque chose dans le voisinage de la patience. La patience d'une personne qui avait dessiné une silhouette au bord d'une image, écrit peut-être en dessous, et décidé que c'était suffisant pour l'instant, qu'elle pouvait laisser cela là et voir. C'était un samedi après-midi, la 3e semaine de novembre. 1 heure plus tard, j'étais dans la cuisine, ne faisant rien de particulier, rinçant une tasse, regardant par la fenêtre l'érable dénudé, ne pensant à rien qui semblerait important plus tard quand j'entendis frapper à la porte d'entrée. Pas fort. Pas le coup de quelqu'un sûr d'être le bienvenu. Le coup de quelqu'un qui était resté sur le porche un instant d'abord, décidant. Je posai la tasse. Par la fenêtre d'entrée, je pouvais voir le porche sous un certain angle, pas directement, mais assez pour distinguer une silhouette debout devant la porte. La forme d'un manteau. Foncé. Pratique. Pas le chemisier bordeaux. Rien que je reconnaisse comme la présentation particulière que ma mère assemblait quand elle allait quelque part qui comptait pour elle. J'allai à la porte et l'ouvris. Elle n'était pas mise en condition. En 34 ans, je n'avais jamais vu ma mère sans qu'elle soit mise en condition. Même les matins où elle n'attendait pas de compagnie. Même le jour des funérailles de mon père. Même la fois où elle avait eu la grippe si grave qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Il y avait toujours eu un entretien de base. Le minimum qu'elle considérait devoir au monde. Cheveux coiffés. Ou du moins épinglés. Un chemisier avec des boutons. Pas un gilet laissé ouvert. La posture particulière qui n'était pas de la raideur mais une forme de discipline. Rien de tout cela n'était présent maintenant. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle les avait brossés, mais seulement brossés. Et il y avait une mèche près de sa tempe qui avait échappé à tout ce qu'elle avait fait au reste et était partie dans sa propre direction. Elle portait un manteau. Je ne reconnaissais pas un simple manteau bleu marine. Pas celui de couleur camel qu'elle portait quand elle voulait avoir un certain air. En dessous, un pull gris. Elle n'avait pas mis de boucle d'oreille. Elle tenait une boîte à chaussures. Une vieille ou le couvercle légèrement cabossé sur un coin. Le nom de la marque sur le côté effacé jusqu'à l'illisible. Elle la tenait à 2 mains contre son ventre. Comme on tient quelque chose que l'on a porté pendant un moment. Elle me regarda debout dans l'embrasure de ma porte. Je reculai. Pas beaucoup, juste assez. Elle entra. Elle ne regarda pas autour de la maison comme elle l'avait toujours fait lors des rares occasions où elle était entrée.
La manière qui faisait l'inventaire de tout par rapport à une norme interne et trouvait la plupart des choses insatisfaisantes. Elle regarda la table de la cuisine. Elle s'y dirigea et posa la boîte à chaussures. Ses mains restèrent dessus un instant, à plat sur le couvercle, comme si elle achevait une transaction avec elle-même. Puis elle se redressa. Je pensais que Léa aimerait peut-être savoir d'où je viens, dit-elle. Elle le dit à la table. Ou à la boîte. Ou à l'espace intermédiaire entre nous où la phrase devait aller. Pas tout à fait à moi. Pas tout à fait à elle-même quelque part dans le voisinage d'une chose honnête qui exigeait une grammaire légèrement différente de celle à laquelle elle était habituée. Je tirai la chaise en face de la boîte et m'assis. Je ne dis rien. Je ne dis pas que c'était bien. Ou qu'elle n'avait pas à faire cela. Ou aucune des choses que j'aurais pu dire un mois auparavant pour rendre l'air d'une pièce plus facile à respirer. Je m'assis juste. Et attendis. Elle resta debout. Après un instant, elle tendit la main et retira le couvercle de la boîte et le posa de côté. Les photographies étaient en vrac à l'intérieur de la même manière que Lucas les avait décrites. Le genre en vrac qui ne finissent pas dans des albums. Une vie accumulée dans une boîte sans ordre. La façon dont les choses s'accumulent quand on est occupé à devenir quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a pas le temps d'organiser les preuves de qui on était. Je regardais la couche supérieure. Des cartes d'anniversaire. Un bulletin paroissial. Un morceau de papier plié. Un dessin d'enfant, pas celui de Léa. Quelque chose de plus ancien. Fané. Et puis ma mère déplaça 3 ou 4 objets. Et la photographie était là. Je l'avais imaginée d'après la description de Lucas. Avait construit une version dans mon esprit au cours du mois dernier les soirées tardives. Pendant les trajets en voiture. Mais la chose elle-même était différente de la version que j'avais construite. La version dans mon esprit avait la qualité d'un symbole. De quelque chose qui signifiait quelque chose. La photographie réelle n'était qu'une photographie. Légèrement surexposée le long du bord supérieur. Un peu déformée par le temps. Une petite fille. 7 ou 8 ans. Debout devant un logement modeste sur un terrain vague. Un manteau trop petit. Le revêtement métallique de la structure derrière elle cabossé et taché. La fille regardant directement l'appareil photo avec l'expression particulière de quelqu'un qui a déjà décidé que l'appareil photo n'obtiendrait rien d'elle. Il ne l'avait pas mérité. Ma mère était reconnaissable en elle. Dans la mâchoire et dans les yeux. Surtout dans l'expression, la fixité de celle-ci. Le refus de jouer un rôle pour un objectif. C'était il y a longtemps, dit ma mère. Oui. Elle regardait la photographie. Pas moi. Je n'y pense pas. Je suis resté longtemps sans y penser. Je sais. Ce n'était pas, elle s'arrêta. Recommença différemment. Ce n'était pas de la honte. Je veux être clair à ce sujet. Je n'avais pas honte d'où j'ai grandi. Elle fit une nouvelle pause. Et je laissai la pause être ce qu'elle était. C'était une personne découvrant que la phrase qu'elle avait préparée n'était pas tout à fait la vraie. J'avais peur, dit-elle finalement, plus doucement. C'est différent. Je sais que c'est différent. Elle fut silencieuse un instant. J'avais peur, répéta-t-elle, comme si elle n'avait pas tout à fait fini. Que si je regardais en arrière, cela pourrait encore m'atteindre. Que cela pourrait défaire quelque chose. Je ne sais pas si ça a du sens. Ça a du sens. J'entendis des pas dans l'escalier. Les pas légers et rapides de quelqu'un qui avait entendu une voix et était venu enquêter. Léa apparut dans l'embrasure de la cuisine. Elle était dans ses vêtements de samedi ou des leggings avec de petites étoiles, un sweatshirt qui avait appartenu à Lucas et était 3 tailles trop grand et était devenu, par une logique qui lui était propre et que j'avais cessé de remettre en question, son vêtement préféré dans la maison. Elle regarda ma mère. Ma mère la regarda. Un battement de rien. Le genre qui n'a pas besoin d'être rempli. Léa entra dans la cuisine et grimpa sur la chaise à côté de moi, avec l'efficacité d'une enfant qui a grimpé sur des chaises toute sa vie et n'a aucun intérêt à en faire un spectacle. Elle regarda la boîte. Elle regarda la photographie toujours posée sur les objets que ma mère avait mis de côté. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Ma mère était debout de l'autre côté de la table. Quelque chose traversa son visage à la question, pas de la douleur exactement, pas du soulagement,
pas une seule chose pour laquelle j'avais un mot clair. C'était l'expression de quelqu'un à qui on a demandé de dire une chose vraie et qui a découvert, au moment où la question était posée, que le dire pourrait être possible après tout. C'est moi, dit-elle. Quand j'avais presque ton âge. Léa se pencha en avant sur ses avant-bras et regarda la photographie avec l'attention concentrée qu'elle apportait aux choses qu'elle trouvait réellement intéressantes. Elle la regarda longtemps. Le manteau, le revêtement, l'expression, le terrain vague et le ciel surexposé. Elle avait l'air triste, dit Léa. Les mains de ma mère, qui reposaient sur le dossier de la chaise en face de nous, se resserrèrent légèrement. Elle l'était, dit-elle. Pendant longtemps. Léa leva les yeux vers elle. Directement, comme les enfants de 6 ans regardent les choses quand ils attendent la suite de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est améliorée, dit ma mère. C'était la chose vraie la plus simple qu'elle ait dite en 34 ans que je la connaissais. 3 mots. Aucune architecture en eux, rien de porteur dans la phrase, sauf la phrase elle-même. Elle s'est améliorée, comme si cela suffisait comme réponse, et comme si elle ne découvrait que maintenant que c'était le cas. Léa hocha la tête. Elle regarda de nouveau la photographie une dernière fois, puis se rassit sur sa chaise avec l'attitude de quelqu'un qui a reçu suffisamment d'informations et est maintenant prêt à aller de l'avant. Ma mère était toujours debout. Je la regardais de l'autre côté de la table, la mèche de cheveux non brossée près de sa tempe, le simple manteau, ses mains sur le dossier de la chaise. Elle était venue ici sans boucle d'oreille, sans son armure, sans aucune des préparations qu'elle utilisait pour se rendre lisible au monde selon les termes qu'elle préférait. Elle s'était tenue sur mon porche et avait frappé d'une manière qui ne supposait rien. Elle avait apporté une boîte au lieu d'une excuse. Parce qu'une boîte était ce qu'elle avait. Et elle avait compris, quelque part au cours des 3 semaines de novembre, que ce qu'elle avait allait devoir être suffisant pour commencer. Ce n'était pas le pardon. Je veux être honnête à ce sujet. Ce n'était pas la résolution qui referme tout et ne laisse rien d'inachevé. Ma mère et moi n'étions pas à la fin de quelque chose. Nous étions, peut-être, au début de la volonté de commencer. C'était différent de ce que nous avions été auparavant. Je tirai la chaise à côté de moi, celle de l'autre côté de Léa. Assieds-toi, dis-je. Parle-moi d'elle. Ma mère regarda la chaise. Puis elle fit le tour de la table et s'y assit. Léa, entre nous, tendit la main dans la boîte à chaussures et sortit délicatement la photographie. Elle la tint à 2 mains, l'examinant avec le sérieux d'une enfant qui comprend qu'on lui a donné quelque chose. Le dessin était sur le réfrigérateur derrière nous, 4 silhouettes devant une maison d'où s'échappait de la fumée jaune de la cheminée, et une 5e silhouette au bord du papier, sans étiquette, avec un mot écrit en dessous, au crayon, peut-être. Sur le porche. La lumière de novembre faisait ce que la lumière de novembre fait en Normandie, elle devenait mince et dorée et oblique à travers les arbres dénudés, ne durant qu'un court instant, sans en perdre une miette. Il y a quelque chose que je veux vous dire avant de finir, parce que cette histoire est restée en moi d'une manière particulière, et je pense qu'elle pourrait aussi rester en vous. La plupart d'entre nous ont passé des années à expliquer quelqu'un. Un parent, une belle-mère, un frère ou une sœur, quelqu'un dont la cruauté était traduite à nos enfants comme des exigences élevées, une personnalité difficile, ou c'est juste comme ça qu'ils sont. Nous sommes devenus les interprètes entre la personne qui nous a blessés et les personnes que nous essayons de protéger. Et chaque fois que nous traduisions, chaque fois que nous trouvions le mot plus doux pour la vérité plus dure, nous payions un prix que nous nommions rarement à voix haute. Ce que je veux que vous entendiez, c'est ceci, la traduction n'était pas de l'amour. Cela ressemblait à de l'amour, parce que cela essayait de maintenir la paix. Et maintenir la paix ressemble à de l'amour de l'extérieur. Mais la paix maintenue au détriment de la dignité de vos enfants, ou de la vôtre, n'est pas la paix. C'est juste une forme plus silencieuse de dommage. Le moment où j'ai cessé de traduire pour ma mère n'est pas le moment où Lucas s'est levé à cette table. C'était avant cela. C'était le moment où je me suis rendu chez elle ce soir-là, où j'ai frappé à sa porte, et où j'ai dit la vérité au lieu de la chose prudente. C'est le moment où j'ai cessé de gérer sa réalité et où j'ai commencé à vivre la mienne. Voici ce que je sais maintenant, que je ne savais pas alors. Une personne qui a passé toute sa vie à fuir quelque chose fuira même si elle vous aime. La cruauté de ma mère ne me concernait pas. Elle ne concernait pas mon appartement, ni mes choix, ni l'école de mes enfants. Elle concernait une petite fille dans un manteau, de taille trop petit,
qui avait décidé que la seule façon de survivre était de mettre autant de distance que possible entre elle et tout ce qui lui rappelait ce terrain vague dans le Massif central. Elle a passé 60 ans à fuir, et elle m'a transmis cette fuite sans le vouloir. La façon dont on transmet des choses qu'on n'a pas examinées dans de petits commentaires, dans le langage des exigences, dans le message que là où vous êtes n'est jamais tout à fait là où vous devriez être. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui fuit, mais vous pouvez arrêter de courir à ses côtés. Vous pouvez vous enraciner et dire, c'est là que j'habite, c'est ce que j'ai construit, et c'est suffisant.